Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, comprendre les environnements d'apprentissage. Cette première partie comprend 3 chapitres et une synthèse. Ces 3 chapitres présentent les 3 focales de compréhension des environnements d'apprentissage sur lesquels j'ai travaillé depuis 20 ans, focales qu'avec d'autres Dominique Desjeux nomme micro, méso et macro, Desjeux 2004. Elles constituent autant de cadres d'observation complémentaires pour comprendre les environnements d'apprentissage. En effet, l'objet de mes recherches a été abordé tout au long de cette période à différentes échelles, par des cadrages multiples, qui ont mobilisé à chaque fois des disciplines spécifiques. Partant de problématiques d'apprentissage au niveau de l'individu, se sont très vite présentées des questions mettant en jeu non plus l'individu, mais les relations interpersonnelles. Puis dans un ordre de généralité supérieure, ces questions sont devenues des questions d'interaction ou des questions organisation, voire des questions de culture ou de monde, comme cela va apparaître dans cette première partie. Ce faisant, différentes échelles d'appréhension de la réalité se sont imposées à moi, au fil du temps pour appréhender les données empiriques dont je disposais, échelles qui sont celles décrites par Dominique Desjeux dans sa synthèse sur les sciences sociales 2004 page 6. L'échelle micro-individuelle, celle du sujet, de l'agent de l'individu, que ce soit dans sa dimension psychosociale, cognitive ou inconsciente, OPSIT, que j'appelle niveau micro. L'échelle micro-sociale, celle des acteurs sociaux en interaction les uns avec les autres, que ce soit à un niveau méso, celui des organisations, des entreprises et des systèmes d'action, ou à un niveau très micro comme celui du quotidien et des rites d'interaction. Les acteurs y apparaissent encastrés dans un jeu social fait de symbolique, de matériel et de rapports stratégiques, OPSI. C'est ce que j'appelle le niveau méso. Ce niveau comporte donc 2 ordres, celui de l'interaction et celui de l'organisation, qui correspond à une vision plus abstraite, surplombante du précédent. L'échelle macro-sociale, qui est celle des régularités, des grandes tendances, des appartenances sociales et des valeurs. Les acteurs individuels y sont peu visibles, OPSI. C'est ce que j'appelle ici le niveau macro. J'ai envisagé d'introduire un niveau supplémentaire que j'aurais appelé le niveau nano, pour traiter des phénomènes physiologiques ou biologiques de l'apprentissage, mais cela aurait compliqué inutilement mon propos. J'ai préféré, pour conserver l'homogénéité de mes grilles d'analyse, considérer ces phénomènes comme faisant partie du niveau micro, car ils correspondent à un niveau de description des processus cognitifs de l'individu. Le regroupement de mes travaux menés à chacun de ces niveaux permet de mettre en évidence des aspects différents et complémentaires des environnements d'apprentissage. Au premier chapitre, correspondant au niveau micro, seront présentés et discutés mes travaux traitant des aspects matériels et humains des environnements d'apprentissage, et en particulier ceux permettant de comprendre le système complexe de relations qui s'établit entre le sujet apprenant, les objets et les autres personnes avec lesquelles le sujet apprenant interagit dans l'acte d'apprendre. Au second chapitre, correspondant au niveau méso, seront présentés et discutés mes travaux traitant des aspects institutionnels et organisationnels des environnements d'apprentissage, et en particulier ceux traitant des relations entre les environnements d'apprentissage et le contexte ou milieu dans lequel ils s'insèrent. Au troisième chapitre, correspondant au niveau macro, seront présentés et discutés mes travaux traitant des aspects socio-économiques des environnements d'apprentissage, et en particulier ceux portant sur les typologies des environnements d'apprentissage, ainsi que les analyses qui découlent de ces modélisations. Chacun de ces chapitres sera structuré d'une façon identique, en 3 sections. La première mettant en perspective les travaux réalisés au niveau dont il est question dans le chapitre, micro, méso, macro. La deuxième précisant où j'en suis sur le plan théorique à ce niveau. La troisième présentant les questions de recherche qui en découlent, en les resituant dans le panorama des problématiques actuelles. La synthèse de cette première partie portera sur les apports théoriques retenus pour construire les environnements d'apprentissage, ainsi que sur les pistes de recherche que je propose à chaque niveau, en les mettant en perspective. Chapitre 1, Aspects matériels et humains. Ce chapitre traite du niveau micro, de l'analyse des environnements d'apprentissage. À ce niveau, il s'agissait d'abord pour moi de comprendre comment les interactions avec le monde physique et avec autrui intervenaient dans les processus d'apprentissage d'un être humain.
interaction entre les apprenants entre eux, interaction entre les apprenants et le formateur, interaction entre les apprenants et l'environnement d'apprentissage, et notamment avec les objets techniques qui s'y trouvent. Expérimentation et études de terrain se sont succédées, pour tenter de construire un modèle théorique, dont la structure générale constituera un des résultats de ma thèse. Ce cheminement est présenté dans la première section. Il est précédé d'une rapide présentation de la situation qui prévalait en matière de pédagogie, lorsque je suis arrivé au CESI. La deuxième section présente mes réflexions ultérieures, liant les résultats des recherches menées à ce niveau micro, à la modélisation des interactions avec le monde, tel que je l'ai esquissé dans ma thèse. La troisième section replace ces développements par rapport aux connaissances actuelles sur le fonctionnement cérébral et la vision du rapport au monde qui en découle, ce qui me permettra de faire des propositions, en lien avec des domaines de recherche actuels, notamment ceux portant sur la simulation ou les utilisations de la réalité virtuelle. Avant même sa création effective, les fondateurs du Centre interprofessionnel de formation CIF, qui allait plus tard devenir le CESI, s'étaient préoccupés des techniques qui permettaient le perfectionnement de l'encadrement et qui facilitaient l'apprentissage des apprenants adultes. La pédagogie proposée par Raymond Vattier dans le projet initial de Renault s'appuyait sur 3 techniques considérées comme complémentaires: le Training Within Industry (TWI) provenant des États-Unis, les méthodes de formation au commandement mises au point par le psychologue suisse Alfred Carrard, et l'entraînement mental développé par Joffre Dumazedier. La combinaison de ces techniques a donné naissance à une pédagogie prenant en compte les caractéristiques propres des autodidactes de l'industrie, constituant la majorité des premières promotions d'ingénieurs du CIF, pédagogie détaillée dans la première note à messieurs les professeurs, du 28 mars 1958, Lic. 1996. Les techniques de l'entraînement mental ayant été rapidement abandonnées, la pédagogie initiale du CESI qui en résulta, reposant sur le couplage du TWI et des méthodes Carrard, peut être considérée comme globalement d'inspiration behavioriste, ce que confirme d'ailleurs la production de supports d'enseignement programmés dans différentes matières. 15 ans plus tard, après les événements de mai 68 et le départ du fondateur appelé au ministère de l'Éducation, la construction à Gif-sur-Yvette d'un nouveau centre de formation, le Point F, a concrétisé un tournant de la pédagogie du CESI, qui adopta alors des principes inspirés par Carl Rogers et le courant de la pédagogie institutionnelle, Strugo 1976, menant à privilégier le groupe et les situations de groupe. Ces principes, matérialisés dans l'architecture du site de formation Point F, conçu au début des années 70, étaient encore en action lorsque j'ai suivi la formation d'ingénieur CESI, malgré la vente l'année précédente de ce site pour redresser la situation financière de l'institution CESI. Plusieurs facteurs vont alors contribuer à réorienter la pédagogie du CESI vers des méthodes différentes à partir de 1984. Création d'une direction du développement à l'instigation du nouveau directeur général. Introduction du micro-ordinateur dans les établissements. Intérêt du principal bailleur de fonds de l'époque, la délégation à l'emploi, pour étudier les usages possibles de l'ordinateur en formation d'ingénieurs et les éventuels avantages économiques qui en résulteraient. Cet intérêt de la délégation à l'emploi va se manifester par le financement, pendant 10 ans, de travaux de recherche en pédagogie informatisée, SIC. Dès fin 1984, 3 projets de recherche sont lancés, puis la cellule EAO est créée l'année suivante. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à collaborer avec les équipes qui se constituaient. D'abord dans le cadre d'un des premiers projets, avant même la fin de ma formation d'ingénieur, puis ensuite comme salarié du CESI, au sein de la cellule EAO. Ce préambule montre que la recherche en matière d'environnement d'apprentissage a été, dès la création du CESI, un objectif consubstantiel à son développement. Recherche des techniques de formation les plus appropriées au public ciblé, création de locaux à partir de spécifications pédagogiques, le Point F, recherche sur les outils et leur usage, support d'enseignement programmé, autoscopie puis ordinateur. J'ai donc bénéficié au départ d'un contexte très favorable. Une tradition de recherche en matière de pédagogie, de nouvelles orientations, introduction de l'enseignement assisté par ordinateur, problématique d'optimisation des formations d'ingénieurs avec recentrage sur l'apprenant et ouverture vers l'individualisation,
des partenaires universitaires et industriels, et des financements pour mener à bien les programmes de recherche. 1.1 Interaction et apprentissage. Les grandes orientations fixées par la délégation à l'emploi pour les travaux de recherche qu'elle nous finançait indiquaient comme objectif l'optimisation des formations financées par les pouvoirs publics, dont la formation d'ingénieurs, et comme moyen l'introduction de l'EAO et de l'individualisation. Or, les environnements d'apprentissage existants dans l'ensemble des établissements, hérités de la période précédente et constituant le support d'une culture et d'une identité forte pour la majeure partie des formateurs, LIC, 1996, étaient conçus avant tout pour le groupe et pour favoriser les situations d'interaction entre les personnes comme moyen d'apprendre. Cet état de fait a donc constitué, d'entrée de jeu, une contrainte si l'on voulait avoir une chance d'expérimenter ce qui était conçu au niveau des équipes de recherche constituant la cellule EAO. Il fallait prendre en compte le sujet apprenant, le groupe, le formateur en même temps que l'ordinateur, et les relations complexes qui se tissaient entre cet ensemble d'actants. Nous ne disposions pour cela d'aucun modèle, et la littérature sur le sujet était quasi inexistante. Le premier ouvrage sur l'apprentissage et les TIC rappelant l'importance du corps pour apprendre et la dimension sociale des apprentissages, celui de Monique Linard, 1990, n'est paru que 5 ans plus tard. Nous avons donc été amenés à réaliser des recherches empiriques, fondées sur l'expérimentation, dans les formations existantes et avec les formateurs intéressés, d'outils conçus et réalisés par la cellule EAO, seule ou avec des partenaires, pour tester certaines hypothèses. C'est la démarche qui prévaudra pour tous les travaux financés par la délégation à l'emploi pendant 10 ans, et correspondant à ce niveau micro du champ de la formation, c'est-à-dire au domaine psychopédagogique. Elle sera aussi mise en œuvre pour tous les travaux de recherche qui ont fait l'objet de financements européens. Mon cheminement est donc enraciné dans un contexte spécifique, qui est celui de la recherche-action. Ce n'est qu'après la fin des financements de la délégation à l'emploi et le transfert d'une partie des équipes de développement dans les établissements, que mes recherches s'appuieront sur des terrains extérieurs, en particulier grâce aux programmes de recherche agréés par le ministère du Travail, puis aux missions de suivi de programmes publics qui m'ont été confiées, à bord par la délégation à la formation professionnelle, programme FOR, puis par la Commission européenne, programme Leonardo da Vinci, enfin par la SDTICE, campus numérique. Aujourd'hui, avec le recul, il m'apparaît une forte continuité dans mes questionnements et dans les orientations des recherches que j'ai pilotées sur le champ des apprentissages dans un environnement informatique, que l'on n'appelait pas encore EIAH. Cette continuité porte sur l'établissement des relations entre un ou plusieurs apprenants, le savoir, les objets faisant partie de l'environnement, le formateur. Par exemple, en 1987, plusieurs outils d'enseignement assistés par ordinateur développés par la cellule EAO du CESI depuis sa création avaient été expérimentés auprès de publics divers. Ces expérimentations avaient fait l'objet d'observations systématiques des comportements des utilisateurs. Dans la note de synthèse de cette année-là j'indiquais déjà constaté lors de l'expérimentation de nos premiers produits EAO, Albert en fonction, il semble que la relation d'un stagiaire à un ordinateur s'organise autour de 2 pôles, la machine, le groupe en formation intervenant et autres stagiaires. La peur invoquée du maniement de l'ordinateur disparaît au bout de quelques minutes d'utilisation, lorsque celui-ci est introduit au moment de la constitution du groupe, début de la session de stage, ainsi que nous l'avons vérifié lors de l'introduction de MOIJEU dans le stage PAI à Évry. Au contraire, dans un stage comme responsable de formation, l'introduction au bout de 2 mois dans un groupe déjà constitué montre une réticence accrue vis-à-vis de l'ordinateur et un faible apport cognitif. D'un côté, l'ordinateur apparaissait comme facilitateur pour aborder un sujet délicat, la réflexion sur son projet professionnel. De l'autre, il apparaissait comme soulevant de fortes réticences, en particulier chez les futurs formateurs. La relation ternaire apprenant-objet d'apprentissage, communauté d'apprentissage était déjà mise en évidence, et le questionnement qui allait conduire 10 ans plus tard à mes travaux de thèse était déjà là en germe, alimenté par des constats issus du terrain qui allaient par la suite se multiplier.
Ce questionnement s'inscrivait dans une série de travaux portant sur les effets de l'ordinateur sur les processus d'apprentissage, initiés dès 1985 par une recherche en partenariat avec le Bureau d'ingénierie pédagogique, BIP, sur les profils d'apprentissage, menée dans la perspective de pouvoir baser l'individualisation de parcours de formation assistés par l'ordinateur sur des paramètres objectifs. Une expérimentation à partir de 2 des 13 variables du profil, type de support et démarche privilégiée, fut réalisée, conduisant au prototype appelé Pilote intelligent 2, 3, et à une application de ce prototype à un didacticiel d'apprentissage de l'analyse de la valeur, MRV9, offrant un grand choix de parcours possibles à travers 21 modules. La perspective de ces travaux était de déboucher sur un pilote intelligent qui permette l'adaptation du cheminement d'un apprenant en fonction de son profil d'apprentissage, recueilli au préalable grâce au questionnaire informatisé, au fil des acquisitions réalisées. Ces travaux se sont heurtés rapidement aux limites des capacités des machines dont nous disposions à l'époque, notamment les temps d'accès au disque et les temps de calcul, et ont été abandonnés au profit de pistes qui nous paraissaient pouvoir déboucher plus rapidement sur des applications démontrables, contraintes du financeur oblige. Mais ce travail sur les profils d'apprentissage, mettant en évidence à la fois la variabilité individuelle du processus d'apprentissage et sa sensibilité à certains paramètres de l'environnement, a été pour moi un véritable déclencheur d'expérimentation nouvelle. Peu après, le test d'un logiciel d'entraînement à la lecture rapide, disponible sur le marché sur un groupe de cadres en formation, a mis au premier plan l'importance d'une variable prédominante dans les profils d'apprentissage de nos publics, la vue comme canal d'accès à l'information. Cette découverte a fortement contribué à orienter une partie des recherches ultérieures vers la visualisation de phénomènes et la simulation d'eux. Nos premières études montrent que l'impact pédagogique de l'EAO est d'autant plus grand que l'ordinateur permet de visualiser un phénomène jusque-là appréhendé de manière conceptuelle à travers un discours, notamment les phénomènes physiques à l'échelle microscopique et ou à évolution rapide, par exemple le fonctionnement d'un microprocesseur exécutant une instruction particulière. La possibilité de simuler ces phénomènes à l'échelle macroscopique, d'interrompre leur évolution dans le temps, voire de remonter le temps, de donner à voir ce qui se passe, semble très nettement favoriser l'activité conceptuelle. Une des conclusions provisoires que l'on peut en tirer est la réorientation de nos produits EAO vers des outils de simulation plutôt que vers des outils tutoriels. Ces hypothèses, qui ont sous-tendu une partie des travaux de la cellule EAO pendant plusieurs années, anticipaient les constats faits, 15 ans plus tard à l'issue d'une méta-recherche sur les effets des TIC sur l'apprentissage des sciences en milieu scolaire. L'outil multimédia offre la possibilité d'appréhender la dimension dynamique des phénomènes scientifiques. La présentation simultanée sous des formats différents du phénomène permet de comprendre l'interaction des différents paramètres qui entrent dans le processus étudié. Les interfaces peuvent souligner les caractéristiques importantes qui concourent au phénomène étudié, et de ce fait favoriser leur intégration dans la représentation du sujet. Jamais 2002. Les projets présentés en réponse à l'appel de projet multimédia de 1987 qui ont été retenus vont nous permettre de mettre à l'épreuve ces hypothèses en formation d'ingénieurs avec une série de simulateurs dans le domaine des techniques numériques et opto-elsixoniques. PROCESIM, simulateur de microprocesseurs programmables, LOGISIM, simulateur de circuits logiques, et OPTOSIM, simulateur de réseau en fibre optique, 4, 5, 8, 11. Par ailleurs, la participation du CESI au premier appel à projet du programme européen COMETT avec une proposition de mise à distance d'une partie de la formation d'ingénieurs appuyée sur les TIC, projet lanceur, m'avait amené à étudier le dispositif de formation d'ingénieurs POSTDUT, fonctionnant depuis 2 ans au CESI avec une première année à distance, ainsi que les dispositifs de formation à distance mis en place par des partenaires du projet lanceur comme Open University au Royaume-Uni, ou le Jutland Institute of Science and Technology au Danemark. Le but de ces études ? Identifier les facteurs influençant le taux d'abandon, généralement considéré comme inéluctablement très élevé, alors que les 2 premières promotions du POSTDUT n'en avaient pas connu un seul.
L'hypothèse de départ pour expliquer ces différences était l'existence des sessions de regroupement, permettant aux stagiaires qui travaillent seuls de rencontrer ses camarades de promotion, de rencontrer ses formateurs et ses enseignants, ne pas sentir isolé, avoir la possibilité d'établir des échanges plus ou moins formels, semblait constituer des facteurs de soutien à la motivation, notamment lors de moments difficiles. L'idée même de constituer la promotion pouvait aussi être un facteur favorable. 3. Les visites rendues à nos partenaires et les entretiens menés auprès des participants d'un dispositif de formation en entreprise, utilisant des outils de forum et de messagerie électronique au Danemark, ont alors confirmé mon idée qu'il fallait envisager de constituer ce que j'avais à l'époque appelé une classe virtuelle, 3, dans le cadre du projet Lanceur, et d'étudier non seulement les technologies disponibles, mais aussi les effets pédagogiques des diverses modalités de communication à distance. Avec le recul, il m'apparaît que le projet Lanceur, mobilisant quelques sites de l'école d'ingénieurs, a favorisé le développement de travaux portant sur la psychopédagogie comme sur le dispositif pédagogique, c'est-à-dire sur les 2 premiers niveaux de l'intervention pédagogique, Carré et Jean Moncler 2004. Au niveau micro, ces travaux étaient orientés dans 2 directions que je n'avais pas encore reliées. D'un côté, les interactions, ou plus précisément, les relations à la machine, pour reprendre le terme de Monique Linard, 1990, et les effets cognitifs de ces relations, complétant les travaux initiés dans le cadre de la convention avec le ministère, de L'. Autre la transformation des relations interpersonnelles au sein du groupe en formation du fait de la mise à distance, et l'impact sur les apprentissages qui en résultaient. En ce qui concerne la première direction, la problématique en est résumée dans le premier article de vulgarisation que j'ai publié sur ce sujet, 4. Devant les difficultés constatées de faire appréhender à nos stagiaires le fonctionnement d'un microprocesseur, ou la structure logique de ses composants de base par les méthodes traditionnelles, cours théoriques, exercices et travaux pratiques, il nous est apparu nécessaire d'imaginer des outils intermédiaires qui favorisent la création d'images mentales des structures et de leur évolution en cours de fonctionnement. En effet, comprendre un concept, c'est être capable de construire un schéma ou une image mentale du phénomène ou de l'objet en question. La formation de cette image est favorisée par les représentations fournies par nos 5 sens. La vision et la manipulation des phénomènes sont donc 2 éléments essentiels favorisant la construction des images mentales, et donc la compréhension. En ce qui concerne l'électronique, il fallait à la fois donner à voir ce qui se passe au millionième de seconde dans un circuit à l'échelle du millionième de mètre, et permettre d'agir sur le fonctionnement, d'expérimenter sur ces objets. Seul l'ordinateur, avec sa puissance de calcul et ses capacités de représentation graphique, semblait capable de répondre à ce défi. Nous nous sommes donc attachés à la conception, puis la réalisation de simulateurs didactiques, chacun centré sur l'acquisition de concepts et de compétences particulières, en même temps que sur la définition d'une stratégie pédagogique intégrant ces nouveaux outils. Un dispositif comportant des séquences de travail autonomes sur simulateur, appuyé sur un guide pédagogique et des documents complémentaires, supports de cours, exercices programmés, puis des travaux pratiques encadrés, fut expérimenté dans la formation d'ingénieur informatique de Nancy en 1989, promotion 3, avec comparaison des résultats avec la promotion précédente qui avait suivi un cursus traditionnel, promotion 2. Pour ce qui est du simulateur de circuit logique LOGISIM, l'étude de terrain, menée avec des enseignants-chercheurs de l'Université Nancy 1 qui assuraient les cours d'électronique, aboutit aux résultats suivants 5. Les résultats obtenus sont comparables, quelle que soit la méthode utilisée, mais il apparaît que la promotion ayant été habituée à travailler avec le simulateur a acquis ce qui fut appelé le réflexe modélisation, c'est-à-dire de commencer à poser le problème sur le papier, puis à l'aide du simulateur, avant d'attaquer la maquette du circuit, tandis que l'autre promotion commence majoritairement par se munir du fer à souder. Par ailleurs, si l'on regarde plus finement la composition de la population test, elle est composée d'environ 60% de stagiaires n'ayant au départ que peu ou pas de notion d'électronique, les 40% restants ayant un diplôme, BTS ou DU, dont le cursus comportait des cours d'électronique.
Il s'avère alors que pour la promotion ayant utilisé le cours individualisé et le simulateur, la différence d'origine n'est pas identifiable par un enseignant extérieur au cours de la réalisation du mini-projet. Ce qui n'est pas le cas pour la promotion ayant suivi le cours traditionnel. Des résultats similaires quant à l'acquisition non seulement de concepts, mais aussi d'une démarche méthodologique ont été constatés avec le simulateur de réseau en fibre optique OPTO-SIM, validé l'année suivante avec un protocole similaire 11. Cette expérimentation avait en outre permis d'intégrer à ce simulateur une liste de paramètres standards correspondant aux composants les plus répandus dans le commerce à l'époque, ainsi que l'intégration des éléments de coût de ces composants, fournissant ainsi un outil pédagogique complet de modélisation des réseaux en fibres optiques. J'ai décrit les résultats de cette expérimentation dans un article présenté lors d'un colloque organisé par la Conférence des grandes écoles, 8. Utilisé comme outil d'exercice, le simulateur permet la visualisation et la manipulation des phénomènes physiques se produisant dans un réseau en fibre optique, et par là même favorise leur compréhension. En offrant la possibilité de visualiser le signal en tout point accessible à la mesure, il permet aussi de se familiariser avec les instruments d'analyse et de contrôle des réseaux de communication, ainsi que de valider une démarche d'analyse et de résolution de problèmes. Utilisé dans le cadre d'un projet à l'issue du cours d'optoélectronique, en obligeant à la modélisation et à la prise en compte des données organisationnelles, architecture du réseau, économique, coût du réseau, aussi bien que technique, le simulateur concourt donc à l'acquisition d'une approche globale des systèmes techniques. Les résultats constatés de l'usage de ce simulateur pédagogique montrent qu'il permet d'acquérir une démarche méthodologique que l'on peut résumer par les étapes suivantes: poser le problème, le modéliser, formuler des spécifications, les tester, les optimiser. En tant qu'outil intermédiaire entre le penser et le faire, le simulateur OPTO-SIM favorise donc une approche intégrée de la technologie qui correspond à la démarche de l'ingénieur. 8 pages 209 à 210. Ces travaux ont mis en évidence quelques effets de ce que Monique Linard, 1990, avait appelé dans sa conclusion une pédagogie de l'incertitude. L'importance pour l'apprentissage, de la corporéité et du faire. L'importance d'une alternance entre action effective sur le réel et abstraction réflexive. L'importance de la multiplication des modèles de référence et des sources d'information. Une autre dimension de cette pédagogie de l'incertitude nous était apparue, notamment lors des expérimentations de MOIJEU, et son poids était renforcé par l'étude de la formation d'ingénieurs POSTDUT. La dimension sociale et l'impact de la socialisation sur l'acte d'apprendre, impact que nous avions tenté de mesurer plus précisément dans le cadre de la deuxième direction des recherches menées autour du projet lanceur que je vais maintenant aborder. Divers travaux sur l'individualisation des formations avaient fait apparaître la nécessité d'assurer en permanence un accompagnement aussi bien des situations d'auto-formation que des situations pédagogiques se déroulant à distance. La réalisation d'un prototype d'outil de navigation basé sur les techniques de l'intelligence artificielle, le pilote intelligent mentionné plus haut, avait rapidement montré les limites des systèmes experts dans le domaine de l'accompagnement. Tout au plus étions-nous capables de gérer des parcours selon des profils d'utilisateurs prédéfinis, mais dès qu'il s'est agi de tenter une définition de parcours via une dynamique plus ouverte, la machine a rapidement atteint ses limites avec des temps de calcul qui croissaient d'une manière exponentielle avec le nombre de paramètres qui devaient être pris en compte. Ce fut une des raisons de l'abandon de ce champ de recherche. En 1990, la reconception de la formation d'ingénieurs menée dans le cadre du projet lanceur avait conclu à la nécessité pédagogique d'assurer une continuité entre les diverses situations d'apprentissage que serait amené à vivre l'apprenant inscrit dans le dispositif. Formation en salle, auto-formation accompagnée à distance, mise en pratique en entreprise ou au cours de projets industriels co-encadrés par l'école d'ingénieurs et un tuteur en entreprise. Cette continuité impliquait à la fois de pouvoir échanger entre tous les acteurs, apprenants, formateurs, tuteurs d'entreprise, selon des modalités diverses, et de pouvoir accéder d'où que l'on soit à des ressources variées. À l'époque, les solutions techniques pour mettre en œuvre de telles fonctionnalités n'étaient pas nombreuses,
le réseau numérique à intégration de services, RNIS, faisant ses premiers pas, et Internet était réservé aux chercheurs. Une autre étude l'année suivante, s'appuyant sur les observations réalisées dans des situations de formation individualisées en centre de ressources, nous confirmait que la relation humaine entre le formateur, l'animateur, le tuteur et l'apprenant est déterminante à des moments précis qui sont l'accueil, le démarrage d'un module ou d'un exercice, l'aide, l'évaluation. Nous avons pu observer que la réussite de certains espaces de formation individualisés était liée pour une partie à la présence de personnes qui possédaient les compétences permettant d'assurer cette relation. 13. La dimension sociale de l'apprentissage était un quasi-postulat pour la plupart des formateurs du CESI, héritage de l'époque où prédominait la pédagogie institutionnelle. Son importance pour la formation à distance semblait confirmée par nos études de terrain, et en ce qui concerne le développement cognitif, elle avait été explorée sur le plan théorique par divers travaux publiés depuis quelques années. Elle devait donc, pour nous, être préservée dans le cas des dispositifs de formation à distance. Cette contrainte nous a amenés à proposer diverses configurations de messagerie et de forums dans le cadre du projet Lanceur, mais aussi à imaginer un dispositif expérimental pour pouvoir étudier la relation pédagogique synchrone à distance, TUTEURJET. La réalisation d'un tel dispositif fut rendue possible par l'apparition des premiers codecs vidéo, utilisant le réseau numérique à intégration de services pour transporter images et sons synchronisés. Nous avions couplé 2 micro-ordinateurs de type Apple Macintosh, reliés par un logiciel de télémaintenance via un canal du RNIS, et 2 caméras vidéo reliées via le micro-ordinateur par 2 codecs utilisant le second canal du RNIS, le tout étant intégré et piloté par un logiciel développé pour l'occasion, prenant la forme d'un court module de formation à l'interprétation des gestes d'un interlocuteur dans le cadre d'un entretien de type commercial. Ce module permettait de mettre en œuvre une courte séance de formation sur l'ordinateur, environ 20 minutes, avec un contenu accessible par tout adulte. Cette formation était accompagnée en temps réel par un formateur distant, avec qui l'on pouvait communiquer en visioconférence dans une fenêtre de l'écran, tout en partageant avec lui l'application de formation. Plus de 500 personnes ont utilisé ce dispositif expérimental et fait l'objet d'observations suivies d'entretiens, 13, dans un double but. Identifier les fonctionnalités requises par un outil de tutorat individualisé à distance, et repérer les pratiques de communication qui se développaient à travers l'utilisation d'un tel dispositif de communication à distance. La première finalité a abouti à un cahier des charges qui a généré de nombreuses expérimentations techniques, 16, 18, 19, pendant les 2 ans qui suivirent pour tenter la mise au point de configuration standard sur PC, jusqu'à l'apparition du système d'exploitation Windows Mark Déposé qui résolvait une grande partie des questions d'intégration des logiciels que nous tentions de traiter d'une manière toujours insatisfaisante avec le système d'exploitation précédent. Plus intéressant en ce qui concerne mon propos, fut la deuxième finalité de cette recherche portant sur les relations à distance. D'un côté ont été mises en évidence des besoins d'échange à distance entre un apprenant et l'accompagnateur au moment précis que nous avions identifié en préalable, accueil et démarrage d'une activité, bilan d'une activité ou évaluation, se traduisant concrètement par le besoin des apprenants de voir leur interlocuteur à ces moments-là, alors qu'ils préféraient réduire la fenêtre de communication visuelle pendant le déroulement de l'activité proprement dite. Par ailleurs, la voix est apparue comme un indicateur de présence plus important que l'image de l'interlocuteur. Les phénomènes ainsi constatés n'avaient pas à l'époque été analysés, mais les hypothèses que j'ai émises à l'occasion de travaux beaucoup plus récents 51 sur lesquels je reviendrai, me permettent aujourd'hui de les interpréter. Un facteur qui compte dans le dispositif d'accompagnement à distance, c'est le sentiment de présence, 51 page 364 dont a plus ou moins besoin l'apprenant selon le moment ou la situation qu'il vit, et que certains indicateurs permettent entretenir même à distance. D'un autre côté, les relations qui s'établissaient entre un candidat apprenant et la machine, et entre l'apprenant et le formateur via la machine dans ce dispositif expérimental faisaient surgir de nombreuses questions sur les processus cognitifs et affectifs mis en œuvre à l'occasion d'une telle rencontre,
surtout lorsque le candidat apprenant était porteur de préjugés défavorables vis-à-vis de l'ordinateur. Préjugés que la mise en situation, et notamment la découverte que la personne de l'autre côté de l'écran était réellement présente à distance, pouvait faire disparaître rapidement. Nous avons constaté que la machine devenait alors transparente, et que la relation à l'objet technique, qui apparaissait comme une contrainte au départ, se muait en relation interpersonnelle instrumentée par l'outil. La relation à l'objet technique était alors transformée au point que la résistance initiale à son utilisation pouvait se changer en demande d'apprendre à s'en servir. Ces manifestations de ce que je n'appelais pas encore l'utilisabilité de l'objet m'ont donné envie de comprendre pourquoi un objet devenait tout à coup utilisable et utilisé, comment cette relation à l'objet se développait, ce qui la motivait, etc. Elles ont déclenché, à partir de 1995, une série de travaux de recherche sur les apprentissages en situation de travail, et la place qui occupait les instruments de communication, soit comme moyen, soit comme objet d'apprentissage. Ces travaux ont fait l'objet de publications 25, 26, 33. Ils étaient le prélude à mon travail de thèse, dans laquelle j'ai tenté d'esquisser une théorie générale des relations aux objets 34, c'est-à-dire de généraliser ce qui, au fil du temps et de mes avancées, ne m'était plus apparu que comme un cas particulier. Les relations aux objets techniques, et plus particulièrement à ceux servant d'instruments de communication. Du travail de terrain et des questionnements qu'ils suscitaient, a progressivement émergé une réflexion épistémologique, nourrie par la découverte de points de convergence entre la phénoménologie et les neurosciences, présentée dans la dernière partie de ma thèse, et encore plus explicitement à la fin du livre qui en a été tiré 39. Ces travaux ont pu donner l'impression que je m'éloignais du champ psychopédagogique, mais en réalité ils ont constitué un détour nécessaire, qui m'a apporté une vision renouvelée des situations pédagogiques et des processus qui s'y déroulaient, vision qui s'est enrichie au fil de mes interventions en formation de formateur, mais sur laquelle j'ai peu publié à ce jour. Ce livre est l'occasion de réparer cela dans la section qui suit. Un point de modèle d'interaction et triangle pédagogique. Le principal détour opéré dans les études de terrain réalisées dans le cadre de la préparation de ma thèse a consisté à travailler sur des situations de travail et non des situations explicitement conçues pour apprendre, avec néanmoins l'hypothèse que l'on y apprenait, et d'une manière qui dépendait de la situation 25. Ce choix de travailler sur des situations où se manifestaient effectivement des conduites informelles d'apprentissage de nature diverse, dans divers registres, avait un double avantage. Partir de questions basiques, par exemple, qui décide qu'il y a apprentissage ? Qui est à l'initiative d'une situation d'apprentissage ? Permettre une observation des processus en œuvre de type ethnographique, dans des situations que j'avais qualifiées de naturelles 24, c'est-à-dire des situations qui n'étaient pas arrangées par une quelconque intervention ayant pour objectif de favoriser l'atteinte d'un résultat en termes d'apprentissage, comme le sont les situations de formation sur lesquelles J' avait travaillé jusque-là. Les résultats des recherches de terrain réalisées à cette époque qui m'intéressent ici sont les suivants. Les situations et les modalités d'apprentissage repérées étaient majoritairement de nature collective et de type relationnel 24, 25, ce qui faisait du processus d'apprentissage un processus social. Les relations aux instruments de communication s'inscrivaient dans un espace instrumental global construit au sein du collectif, processus analogue à celui de L'. Apprentissage organisationnel 25. Élaboré un peu plus tard à partir de ces constats, l'hypothèse que le processus de construction des relations aux objets était un processus d'apprentissage deviendra implicite dans le dernier chapitre de ma thèse et explicite dans un article publié peu après ma soutenance, qui résumait ma conception des relations aux objets 36. Ce processus d'apprentissage était décrit dans la figure suivante, extraite de ma thèse 34, figure 11, comme une modification des cartes neuronales correspondant aux représentations de l'objet. Figure 1. La dimension sociale et culturelle y était prise en compte, ainsi que le fait que ce processus était itératif et se produisait à chaque nouvelle rencontre avec l'objet. De là à supposer que ce schéma était général et caractérisait tout apprentissage quel qu'en soit l'objet, il n'y avait qu'un pas que je me suis décidé à franchir peu de temps après,
en intégrant les diverses étapes de construction des relations à l'objet comme étape de tout apprentissage. La première rencontre ou découverte aboutit à la construction d'une première représentation de l'objet qui cesse alors d'être une chose. Cette première représentation classe l'objet dans une catégorie, y associe des valeurs liées à cette catégorie, des émotions produites par la rencontre ou par l'évocation d'autres objets de la catégorie. Si l'intérêt initial pour l'objet était suffisant, si les valeurs et les émotions qui s'y sont attachées étaient positives, d'éventuelles rencontres ultérieures pourront ensuite enrichir cette première représentation par incorporation de connaissances nouvelles sur l'objet, ou rendront progressivement l'objet opératoire, apte à servir comme instrument dans certaines catégories d'actions. Ces deux dynamiques peuvent aussi se renforcer l'une l'autre par étapes successives, représentées par le cercle. Le résultat est la construction progressive des schèmes d'utilisation et des concepts qui sont associés à l'objet. Figure 2. C'est ce qu'explicite le schéma de la figure 2. L'ordre dans lequel s'opère la construction des schèmes et des concepts dépend à la fois de l'étape de développement du sujet, de son profil d'apprentissage, du type d'objet, du contexte de la rencontre initiale avec l'objet. Ce schéma exprime que le processus d'apprentissage est différent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.